Mesdames, Messieurs, bonsoir et Sahaf Torkom. Vous venez de rompre le jeûne, une bonne chose en soi, mais un acte qui peut se révéler un tant soit peu dangereux si l'on ne fait pas assez attention à ce que l'on achète et à ce que l'on mange et boit. Aussi, il était naturel pour moi d'inviter, en ce premier numéro de l'Invité de l'économie, l'un de ceux qui veillent avec assiduité à ce que l'on consomme. Moustapha Zebdi, bonsoir et merci d'être notre premier invité. Vous êtes le président de l'APOS, l'association de protection et d'orientation des consommateurs et son environnement. Alors dites-moi, peut-on encore boire et manger en toute sécurité, notamment en ce mois de Ramadan? Bonjour, Sahaf Torkom, et merci pour cette invitation. Oui, on peut manger en toute sécurité, à condition que chacun assume sa responsabilité. Est-ce que les autorités publiques fassent leur travail? Est-ce que les commerçants soient vigilants et soient surtout honnêtes? Et est-ce que aussi le consommateur prend conscience des risques encourus en cas de non-respect soit de la chaîne de froid, soit de la conservation de ces produits. Donc, on peut en toute sécurité consommer, mais il faut être vigilant. D'accord, donc ça c'est pour les généralités, mais est-ce qu'en ce mois de Ramadan, il y a plus de problèmes que pendant le reste de l'année? Non, il n'y a pas une grande différence, je dirais. C'est vrai qu'en début du mois de Ramadan, juste avant le mois de Ramadan, il y avait une série de toxines-infections alimentaires, celle de Mdiya, celle de Khashla, celle de Boumerdes. Mais au mois de Ramadan, pour le moment, alhamdoulilah, je dirais qu'il n'y a pas eu d'événements importants. D'accord. On va revenir d'abord sur les prix. Alors, habituellement, pour les premiers jours du Ramadan, on a toujours de grosses surprises qui ne sont plus des surprises parce que maintenant, on s'y attend toujours. Et puis, généralement, ça commence à baisser à partir de la deuxième semaine. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Malheureusement, c'est pas à quoi on s'attendait, malheureusement. C'est vrai qu'il y a eu une hausse des prix, c'est une habitude, hein, je dirais. Donc, il y a eu une hausse, mais cette année-là, ce mois sacré, c'est une hausse qui a duré. On a eu même quelques surprises par rapport à quelques produits de large consommation. Ça a fait la une je dirais c'était quelque chose vraiment d'inacceptable, je qualifierais d'inacceptable chez les consommateurs. Je citerai l'exemple de la pastèque, où ça a atteint des prix inimaginaires. Donc ça a été une surprise, malheureusement. Alors, aujourd'hui, quelles sont, au niveau de votre association, les revendications, les réclamations qui reviennent le plus? Quels sont les gros enjeux au niveau de la consommation aujourd'hui? C'est surtout le pouvoir d'achat. Je dirais c'est surtout le pouvoir d'achat. On a remarqué une dépréciation du dinar. Les familles démunies et moyennes n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. On a estimé que pour avoir un salaire de dignité, c'est un salaire qui ne doit pas baisser de moins de 50 000 dinars pour une famille de 5 personnes. Les chiffres sont loin de ce chiffre annoncé. Donc ça, c'est un problème très, très posé et qui nous revient à chaque fois. Alors, sur le plan des produits, aujourd'hui, quels sont... Alors, donnez-moi des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on vous fait remonter aujourd'hui? Quels sont les... Il y a des réclamations types. Des réclamations type sur les produits agroalimentaires, parce que vous savez, on va rester sur l'agroalimentaire, mais est-ce que c'est le plus gros des réclamations, l'agroalimentaire, ou est-ce que... On a deux volets, hein, en toute sincérité. Actuellement, c'est les services et les produits. Pour les produits, on a l'agroalimentaire, et je citerai aussi les véhicules, malheureusement. Ça, c'est un secteur qui revient à chaque fois. Et pour les services, c'est surtout les soins et la technologie de l'information et de la communication. Voilà, donc c'est les requêtes qui reviennent le plus. Mais on reçoit des requêtes de tous les secteurs différents, que ce soit même voyage, assurance, banque. Donc les gens commencent à prendre conscience et oser dénoncer quelques Alors sur l'alimentaire, par exemple, est-ce que vous lancez, par exemple, actuellement des alertes sur certains produits? En question de coût, quand je parle de fruits et légumes, bon, l'alerte qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est qu'il risque d'y avoir un problème de santé publique. Voilà. Quand l'OMS parle de 3 fruits et de 3 légumes journaliers, actuellement, je pense que peu de familles
bénéficient de ce privilège, parce qu'actuellement, c'est un privilège de consommer 3 fruits et 3 légumes. Donc, ça risque de poser un problème de santé publique et toutes les instances doivent se pencher sur ça. D'ailleurs, on a fait quelques recommandations. C'est de plafonner le gain des commerçants dans certains produits de première nécessité, c'est-à-dire quelques fruits et légumes, surtout je citerai les fruits saisonniers, parce qu'il est inadmissible qu'un prix varie de 700% entre le détaillant et le grossiste. Ça, c'est inacceptable. Il faut réguler le marché, il faut plafonner la marge de bénéfice de certains opérateurs économiques. Vous savez que les avocats ont atteint le prix de 3000 dinars le kilo. Les avocats, oui, ça ne m'étonne pas. Moi, je ne suis pas au courant du prix, en toute sincérité, parce que je ne les achète pas. Mais j'ai eu quelques... Pour ce qui est accessible, je dirais, entre guillemets, le pastèque, les cerises, donc c'est des prix inimaginaires. Est-ce que... Alors, moi, je suis allé sur votre page Facebook et puis moi, je vois des choses concrètes. Par exemple, dernièrement, vous avez mis des photos de camions qui transportaient à l'air libre des zlabiyas, je crois. Oui. Donc, on retrouve sur le marché. Donc ça, ce sont des alertes que vous lancez. Ou bien, vous avez aussi, il y a eu un incident sur la levure chimique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on reçoit des requêtes des consommateurs. C'est des requêtes qu'on partage avec l'opinion publique pour les sensibiliser un petit peu, pour un petit peu que l'opérateur soit attentif, parce que le fait de partager ce genre de données, je pense que ça a un impact positif sur le consommateur et ça l'encourage à dénoncer. Et pour ce qui est de la levure, ça c'est un grand problème qui a été posé ces derniers jours, ça a créé une polémique et ça a été, alors, de quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Donc, c'était un doute sur un additif alimentaire qui est le E491. C'est un additif qu'on rajoute dans la composition d'une levure de marque française et qui a été supposé comme non halal, d'origine porcine. Il y a même quelques familles qui se sont abstention d'acheter cette levure et de préparer. Il y en a même qui n'ont pas acheté le pain. Parce que c'est une levure qui entre dans la composition du pain. Nous, on a lancé nos investigations, et on a pris attache avec un des importateurs, on a pris attache avec le gérant de l'usine en France, on a pu acquérir quelques certificats de halal, on a pris même attache avec l'organisme certificateur, on est en train de faire un petit peu une enquête approfondie. Mais d'où est partie votre inquiétude? Non, comment vous savez qu'il y avait un problème? Ça a été lancé sur une chaîne télévisée, ça a été lancé. Une chaîne de télévision algérienne. Une chaîne de télévision. Et vous êtes en train de faire les vérifications nécessaires. Voilà. Jusqu'à maintenant, on peut rassurer qu'il s'agit d'un ingrédient halal, mais on sera précis sur la nature de ce produit qu'en fait semaine prochaine, vu qu'on a envoyé quelques échantillons à l'étranger, un laboratoire allemand, et on aura les analyses au cours de semaine, Inch'Allah. Est-ce que, alors on évoque les questions de halalité, est-ce que on voit beaucoup de labels halal se promener dans les rayons? Est-ce qu'on a des raisons on devrait avoir raison de les suivre, ces labels? En toute sincérité, on a fait une étude qui remonte à 2 ans. Malheureusement, la labellisation halal actuellement n'est pas obligatoire en Algérie. Il y a un décret exécutif qui est en train de se préparer et on pense qu'il sera appliqué incessamment. Mais malheureusement, on se fie que sur les documents. Donc, chaque opérateur économique qui rapporte un produit de dérivé viande ou autre, il ramène juste un certificat halal d'un organisme quelconque sans pouvoir vérifier l'authenticité et sans pouvoir vérifier la crédibilité de cet organisme. Ça, c'est un problème. Vous parlez des produits importés ou des produits locaux? Il y a certains produits locaux dont la matière première est importée. D'accord. Et qui sont
halalisés, Je sais pas. labellisés halal, Qui sont labellisés par certains opérateurs algériens qui mettent juste le label halal parce qu'il a sollicité l'imam de son quartier qui lui a dit que c'est halal. Donc l'imam, c'est vrai. Il ne connaît rien aux produits chimiques, enfin généralement. Non, il faut lui donner tout. Il faut un scientifique pour qu'il puisse juger quelle est cette composition, quelle est son origine, est-ce qu'elle est halalisée ou pas, etc. Pour que l'imam puisse se prononcer. Il est inadmissible de prendre un produit chimique à l'imam pour lui dire quel est votre avis. Il n'a pas de laboratoire, il ne fait pas de la génétique. Voilà, c'est ça le grand problème. En plus de ça, les produits importés sont des produits importés avec un label halal. Le label halal, qui est l'organisme qui a labellisé, quelle est l'origine de ce produit. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il y a une vérification à base de documents. C'est pour cela qu'on est en train de demander qu'il y ait création d'un conseil pour vérification de ces documents. C'est, qu'on le cite comme le veuille, conseil des aliments halal ou autre. Mais les organismes à la douane ou au ministère du Commerce ne sont pas censés faire ce travail de vérification quand on leur ramène des produits qui... Oui, il vérifie, il a un certificat délivré par l'organisme X. Oui. Et après, ça ne veut rien dire. Moi, je ne connais pas cet organisme. Je ne sais pas comment... On n'a pas les moyens de faire l'étude, de savoir qui est cet organisme. Non, on doit tout d'abord établir une liste d'organismes accrédités et crédibles. Ça, c'est la priorité des priorités. Bon, alors, sur le reste du marché, alors, où sont aussi les gros scandales, s'il y en a sur... Par exemple, j'aimerais vous interroger sur les boissons. Il fait chaud, on boit beaucoup. L'année dernière, il y a eu une polémique que vous avez eue avec l'association des producteurs de boissons parce que vous aviez pris un lot de boissons algériennes et vous étiez allé en Tunisie les remettre à un organisme, Veritas en l'occurrence, qui avait fait l'étude et il vous a remis un rapport sur lequel vous me disiez qu'il y avait des points sensibles, dangereux. Bien sûr. Sensible. Et ce rapport, vous l'aviez donné au ministère du Commerce. Qu'est-il devenu ? Eh bien, justement, on n'a pas eu de retour. Voilà, c'est un rapport qu'on a donné. C'est un rapport qui a été initié par APOS. Lors d'une réunion qui remonte à quelques mois, on a eu une réponse verbale comme quoi le protocole établi par cet organisme est un protocole qui est, entre guillemets, qui concerne les aliments de bétail et non les boissons. On a été un petit peu étonnés. On a demandé que ça soit par écrit. Jusqu'à ce jour, on n'a eu aucune réponse. Donc, nous, on ne peut pas se prononcer et diffuser ces résultats tant qu'on n'est pas appuyé par les autorités publiques, il faut le dire. Vous pensez qu'il y a un problème de ce côté-là, que ça freine, ça... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose que je juge d'anormal. Vous les relancez régulièrement sur ça, sur cette affaire ? Oui. Je vous ai dit qu'il n'y a pas... On a eu une séance de travail au niveau du ministère. Bon, j'ai parlé du sujet. Voilà ce qui a été évoqué, comme quoi le protocole, c'est un protocole sur aliments de bétail. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une notification dans ce sens, pour que je puisse... Certaines de ces boissons, vous disiez, étaient dangereuses. Toutes les boissons sont dangereuses. Toutes les boissons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seuil de toxicité. Et comme on est des consommateurs qui abusent dans la consommation de ces boissons, de ces boissons qui peuvent devenir des poisons, effectivement. Tout à fait. Voilà. Donc on essaie toujours de sensibiliser le consommateur à rationaliser, d'autant plus qu'on est des grands consommateurs de boissons. C'est une question de seuil. Est-ce que beaucoup de ces boissons dépassaient largement le seuil ? Vous savez, quand il y a un seuil, et au lieu de consommer un verre, je consomme 2 verres, il y a toujours, on dépasse le seuil, ça c'est évident. Il y avait quelques résultats douteux. Nous, on n'est pas des experts, on peut avoir juste une approche. C'est pour cela qu'on s'est penché vers les autorités publiques pour un petit peu essayer de nous orienter et nous dire quelle est la gravité de la chose. Monsieur Zebdi, je rappelle que vous êtes médecin. Oui. Votre comportement a changé en termes de boissons à la maison ? Sûr. Depuis une année ? Oui. Non, par principe, là, il faut dire que
Toujours, c'est un problème de santé publique. On a presque 5 millions de diabétiques identifiés. Donc, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas identifiés. On a 2 millions d'hypertendus. Et le sucre, ça, c'est un facteur important dans l'apparition de ces pathologies. Alors, il y a un organisme qui est venu à votre rescousse, c'est la Forem. Son président était interrogé récemment et il avait rappelé que les boissons avaient des taux de sucre qui étaient très élevés. Mais je crois qu'il y a eu une suite. Les producteurs de boissons ont répondu qu'ils allaient baisser le niveau de sucre. C'est juste ou pas? C'est une nouvelle que j'ai appris par voie de médias, qu'il y a une rencontre avec monsieur le ministre et du commerce et ils ont promis de baisser le taux. On est en train d'attendre. Ça, c'est une demande faite par notre organisation il y a quelques années, mais on n'a vu aucune suite favorable, malheureusement. Il faut dire que c'est vrai qu'il faut quelques concessions de la part de ces opérateurs économiques, parce que malheureusement, le consommateur algérien est devenu sucrodépendant et il y a un marché important, concurrentiel. Il faut un acte de courage, de patriotisme, de civisme de la part de ces opérateurs en diminuant le taux du sucre et en acceptant aussi de faire quelques concessions parce qu'il y aura un frein de consommation par rapport à ces boissons. Un mot sur le marché automobile. Il a été longtemps perturbé, il est toujours perturbé. Alors, où c'est que ça en est avec les consommateurs? Voilà, je dirais que c'est une souffrance. C'est une souffrance. Il y a beaucoup de consommateurs qui souffrent actuellement. On a donné un chiffre au mois de mars pour ceux qui ont fait des bons de commande et qui n'ont pas reçu leur véhicule, vu les nouvelles mesures de licence. Notre chiffre était de 70 000 consommateurs. Actuellement, avec ces licences, il y a des consommateurs qui sont en train de voir le prix de vente révisé. Et je saisis l'occasion pour leur dire qu'il y a eu une instruction la semaine passée de la part du ministère pour rappeler ces concessionnaires automobiles à l'ordre et leur dire que le prix n'est pas révisable. Le prix n'est pas révisable. Il y a une autre catégorie de consommateurs qui sont sollicités par ces concessionnaires pour les rembourser après une attente d'une année, 6 mois. Donc on pense que c'est injuste. C'est des consommateurs qui nécessitent au moins un geste d'indemnisation. Et alors où c'est que ça va? Où c'est qu'on va aller comme ça prochainement? Ça ne peut pas perdurer. Vous savez, la solution, nous on l'a déjà donnée il y a quelques années. C'est l'importation de véhicules de moins de 3 ans. Il faut ouvrir l'importation, il faut laisser le consommateur le choix d'acheter des véhicules de moins de 3 ans. Ça va alléger un petit peu les dépenses en devises du trésor public. C'est le consommateur qui va faire l'initiative lui-même, qu'il va solliciter un de ses proches ou un ami pour avoir leur devise nécessaire et on réglera ce problème parce qu'il faut dire que les licences, le quota des licences, c'est juste 20% par rapport à la demande du marché. Donc c'est un quota qui est très inférieur par rapport aux demandes. Et comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans la gêne et qui n'arrivent pas à subvenir à ce besoin élémentaire. Vos rapports sont toujours bons avec les concessionnaires? Quelques concessionnaires, pas tous, quelques concessionnaires. Il faut dire qu'il y a eu quelques concessionnaires qui voulaient nous ester en justice. Et il y a eu même quelques concessionnaires qui ont fait qui ont saisi les autorités publiques. Pour quelles raisons? Pour plusieurs raisons, parce qu'on les gênait, en quelque sorte. Mais nous, on est toujours du côté du consommateur, on n'est pas là du côté du concessionnaire. On est du côté du concessionnaire en une seule condition, qu'il respecte les droits du consommateur. Là, on a quelques concessionnaires qui sont nos alliés, tout à fait, et on arrive à régler quelques problèmes à l'amiable, ils sont très satisfaits. Mais je dirais pour d'autres, c'est l'attention, d'autant plus qu'il y a des dépassements, d'autant plus qu'ils ne respectent pas la réglementation. Et on ne les lâchera pas. Sur le marché de l'occasion local, est-ce qu'il y a moyen aussi de réglementer ce marché? Est-ce qu'il n'est pas un peu aussi anarchique? Il y a toujours un moyen. Il n'y a pas moyen de le récupérer, ce marché. Justement, parce que là, on est en train de voir que les concessionnaires essayent de récupérer le marché, on est contre. Il ne faut pas que les concessionnaires eux-mêmes, automobiles... Moi, je parlais de l'État, c'est-à-dire l'État d'essayer de récupérer ce marché. On peut le réglementer.
On peut ouvrir d'autres espaces, on peut Mais le ça peut se faire réglementer. aussi via les concessionnaires. Bien sûr, mais pas seulement via les concessionnaires. On aura un autre monopole pour le marché d'occasion. Ça, on le refuse que ça soit. Votre organisation, la Poste, comment fonctionne-t-elle? De quoi vit-elle? Je dirais par la contribution de nos adhérents, par les membres, par quelques donations. Et aussi, on a quelques opérateurs économiques qui contribuent de temps à autre à certaines actions de terrain, de sensibilisation. Voilà, donc on n'est pas une organisation subventionnée, on refuse d'être. Vous êtes combien de volontaires à travers tout le pays? Vous savez, ça c'est un chiffre que je vais donner pour la première fois, parce qu'il y a des adhérents passifs et actifs. Pour les adhérents passifs, on est des dizaines de milliers. Mais pour les adhérents actifs, je dirais qu'on est une centaine. Est-ce que, d'accord, alors le financement, ça va, ça fonctionne quand même grâce à ces... Difficilement, on essaie un petit peu de gérer avec ce qu'on a. Mais difficilement. D'accord. Souvent, on parle des organisations patronales qui ont du mal à se fédérer. On parle de toute une série d'institutions, d'associations qui ont du mal à s'organiser. Pourquoi les organisations de consommateurs aussi n'arrivent pas à se fédérer aujourd'hui? Vous êtes combien aujourd'hui à activer sur le Vous savez, il y a plus de 40 associations locales et il y a 5 associations nationales, dont APOS fait partie. Malheureusement, il y a des associations qui ont été créées juste parce qu'elles devaient être créées, c'est tout. Que ce soit par les autorités publiques ou bien par d'autres associations. Ce sont des associations qui reçoivent un financement de l'État? Oui, c'est des associations qui reçoivent. Voilà. Donc, et vous non, hein? On ne reçoit pas, oui. Je dirais que malheureusement, c'est une situation qui nous déçoit, mais chacun a fait son choix. Nous, on ne partage pas la démarche d'autres associations. Il y a des démarches qui ne nous conviennent pas, qui ne vont pas dans le sens... Situez ça? À quel niveau vous situez Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Certaines approches d'autres associations, certaines démarches, leur manière de régler les conflits avec certains opérateurs. Moi, je vous dirais, quand il s'agit d'un consommateur lésé, moi, je ne vais pas par le dos de la fourchette. Vous savez, il faut y aller directement, il faut buter, il faut demander les droits du consommateur. Moi, je ne suis pas là pour ne pas... pour être, je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire des concessions. Le droit du consommateur, c'est un droit. Est-ce qu'il existe une charte du consommateur, des droits du consommateur? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on ne pourrait pas afficher ça un petit peu partout? Oui, il y a les 8 droits du consommateur, ça c'est universel, c'est connu. En termes de label, on a vu le Forum des chefs d'entreprise créer un label. Est-ce que vous n'auriez pas aussi intérêt pour les consommateurs, pour les organismes qui protègent les consommateurs, de créer ce type de label? Justement, on est sur ce projet-là. Bien, ça renforcerait un petit peu... On est sur ce projet-là avec plusieurs partenaires, mais on aurait voulu qu'il y ait un seul label pour ne pas mettre un petit peu le consommateur dans la confusion. Il risque actuellement d'y avoir sur le marché plusieurs labels et le consommateur, déjà, il est mal orienté. On risque encore de contribuer à lui perdre un petit peu le bout du fil. On a vu quelques responsables de l'FCE quand ce projet a été lancé. On leur a dit qu'il faut impliquer tous les organismes, il faut impliquer tous les opérateurs économiques, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite favorable. Et là, on ne peut pas cautionner, on ne peut pas approuver un label dont on n'a pas été impliqué, sur lequel on n'a aucune idée sur le cahier de charge. Là, on ne peut pas le cautionner, on ne peut pas le... Donc, il y a toujours un moyen de se ressaisir et de rattraper les choses. Vous savez que votre page Facebook est de plus en plus scrutée par les industriels, les importateurs qui veillent à ce que leurs produits ne soient pas dans vos pages. Est-ce que vous êtes contacté? Est-ce qu'il y a des réactions rapides quand vous mettez un produit Oui. Dernièrement, vous avez mis, par exemple, une boîte de thon qui était rouillée de l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des... Je sais que ça a bougé de ce côté-là. Est-ce que ça réagit? Oui, ça réagit. Il y a pas mal d'opérateurs qui suivent notre page. Et je dirais que ce n'est pas toutes les requêtes qui sont publiées sur notre page. C'est quand on a un problème de contact, quand il n'y a pas un vis-à-vis sérieux par rapport à l'opérateur, qu'on est obligé de publier, tout en prenant
en considération qu'il risque d'y avoir des suites juridiques entre nous. Mais on est toujours on est entouré par des juristes, par des avocats, par des conseillers. Pour mettre, si jamais on met quelque chose sur notre page, c'est qu'on est protégé et l'opérateur ne peut rien faire parce qu'on a fait toutes les démarches administratives nécessaires. Est-ce que vous vous sentez protégé par les autorités? Non. Pardon, pas protégé, mais encouragé? Non. 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 C'est vrai que je suis encouragé, et je tiens à le remercier, par le ministre du Commerce, mais quand je parle de certaines administrations pas centrales, non. Très bien. Bien, mais Moustapha Zebdi, je vous remercie. Vous avez été très clair. Et alors, je voudrais vous remercier à vous et de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce premier numéro de l'Invité de l'économie. J'espère vous retrouver donc samedi prochain à la même heure. Et je vous dis, Saha Shorkom.